Bonjour à tous. Bonjour, je suis ravie de lancer ce premier talk de la scène parisienne aujourd'hui. Pendant les 25 minutes qui vont suivre, on va parler de dating, on va parler de business et on va parler de courage des équipes produits. Je suis Gabrielle, je suis CPO chez Match Group et je pilote un portefeuille d'applications de dating dont les plus connus sont Mythic en France et sur 20 pays européens, Match, qui est la marque pionnière du dating aux États-Unis, Our Time, ou Disons Demain en France, qui est dédiée aux célibataires de 50 ans et plus, et la petite dernière qu'on a lancée il y a 2 ans, Even, qui est dédiée aux parents célibataires. Quand on me pose la question, est-ce que le dating, finalement, c'est un produit comme les autres? La réponse est non, pas tout à fait. C'est intime, c'est émotionnel, ça parle à chacun différemment, ça génère de grandes attentes, ça crée de belles histoires aussi. Quand on travaille au produit, chez Mythic, on discute KPI, business, feature, comme partout. Mais on parle aussi d'amour, on parle de la façon dont on se rencontre, on parle de la façon dont on se représente sur un profil, des photos qu'on prend. On parle de ce qui est vraiment un deal breaker dans une relation ou de ce qui est un bon icebreaker dans une conversation. Si, en 1995 ou au début des années 2000, le dating a complètement bouleversé la façon dont on se rencontrait, un peu partout, aujourd'hui, c'est un produit qui est mature, inscrit dans les habitudes numériques, très installé, très intergénérationnel aussi. D'ailleurs, je vais faire un petit sondage avec la salle aujourd'hui, si vous voulez bien, si on peut essayer. Qui, ici, s'est déjà inscrit au moins une fois sur une application de dating, quelle qu'elle soit? Mais vous êtes assez représentatif, en fait. C'est 45% des moins de 35 ans qui s'est déjà inscrit sur une application de dating en France. C'est 56% aux États-Unis. Donc quand je parle d'un produit installé, mature, c'est vraiment le cas. C'est pas qu'une histoire de jeunes d'ailleurs, parce que le segment des 50+ est celui qui croît le plus vite. Je vais poser une autre question. Qui connaît au moins un couple qui s'est rencontré via une dating app? Ah ben voilà. C'est normal. C'est normal parce que c'est un couple sur 3 en France qui s'est rencontré via une dating app aujourd'hui. C'est un couple sur 2 aux États-Unis. Donc c'est énorme. C'est le premier canal de rencontre, devant les canaux traditionnels, le travail, le bar, etc. Donc voilà, je le disais, un produit installé, inscrit dans le quotidien. Pour Mythic, qui va fêter ses 25 ans l'année prochaine, ou Match, qui a fêté ses 30 ans le mois dernier, ce sont 2 marques historiques, iconiques aussi, qui ont eu à se réinventer en permanence. Pour des pure players, pour être encore là aujourd'hui, il a fallu s'adapter en permanence, s'adapter à toutes les révolutions technologiques. Le mobile, évidemment, mais aussi la vidéo, la voix, aujourd'hui l'IA. Et il a fallu s'adapter aux changements sociétaux. Alors, je pense à MeToo, je pense à la lutte contre le harcèlement en ligne, à l'inclusion de genre, par exemple. Mais pour ces marques, il a fallu aussi faire face à une véritable explosion de la concurrence. Aujourd'hui, le marché du dating est hyper segmenté, hyper compétitif. Il y a des apps mainstream que tout le monde connaît, bien sûr, et il y a aussi des apps spécialisées dans à peu près tous les domaines. Les communautés, les orientations sexuelles, les passions, les styles, vraiment. Un utilisateur de dating utilise en moyenne 3 apps. Et c'est une moyenne, certains vraiment beaucoup plus. Ils testent, ils switchent, ils comparent, ce sont des vrais experts, réellement. Si on change une fonctionnalité sur nos apps, on peut être sûr que tout le monde remarque et qu'on reçoit des messages en nous demandant pourquoi, comment, etc. etc. Ce sont des experts de ces produits-là. Le paradoxe dans le dating, c'est qu'un utilisateur heureux, qui a rencontré l'amour, c'est tout ce qu'on souhaite, va quitter l'application. Un utilisateur malheureux qui ne rencontre personne, forcément, au bout de quelques semaines, il va aussi supprimer son application. C'est complètement logique. Donc la rétention, long terme en tout cas, ne veut pas dire grand-chose dans ce secteur-là. On va travailler plutôt l'engagement,
du premier jour, de la première semaine. On va travailler la conversion, bien sûr, vers nos abonnements payants et le réengagement dans le temps. Mais notre North Star, c'est la date, c'est le rendez-vous. Parce qu'une date réussie, c'est une promesse de satisfaction utilisateur, de bouche à oreille et de réengagement éventuellement plus tard. Voilà, et pour terminer, pour reparler un tout petit peu d'amour quand même, 72% des célibataires croient au grand amour, et c'est pour ça qu'on est là, et en majorité des hommes. Voilà, ça c'était l'introduction au dating, et maintenant je vais en venir à mon sujet de business model. Pendant 20 ans, Meetic a eu un business model hyper simple, redoutablement efficace, l'abonnement payant. Pour envoyer un message ou pour répondre à un message, il fallait prendre un abonnement payant, 1 mois, 3 mois, 6 mois, peu importe. C'était hyper simple et aligné avec notre promesse de sérieux et d'engagement de la marque. En 2013, Tinder est arrivé, avec un autre positionnement, plus jeune, plus casual, mais aussi avec un geste, le swipe, et avec un business model différent, le freemium. 2 célibataires en mutual match, donc qui se sont likés mutuellement, peuvent maintenant discuter gratuitement, avoir une conversation sans s'abonner. Et ça change tout. Parce que ces utilisateurs qui ne veulent pas prendre d'abonnement, ils continuent à se connecter à la plateforme, à envoyer de l'interaction, ils continuent à contribuer du coup à l'écosystème et à s'y connecter. Et la base d'utilisateurs actifs, dans le dating comme dans n'importe quel réseau social, c'est une des clés du succès. Mais pendant plusieurs années, notre modèle a extrêmement bien tenu. Porté par la satisfaction de nos membres actuels, on a continué à optimiser tous les leviers de l'abonnement. Par exemple, la qualité des paywalls, les niveaux de passe, les durées de passe, les prix, les stratégies de discount, enfin tout ce qui fait effectivement ce business de l'abonnement. Et si vous travaillez sur ce business model-là, vous le savez, c'est l'ensemble de ces leviers qu'on peut optimiser. Et la satisfaction de nos abonnés actuels était absolument au rendez-vous. Mais pendant ce temps-là, les signaux faibles s'accumulaient au début du funnel. Et on a mis un peu de temps à les percevoir. On a mis un peu de temps à se rendre compte que ça s'essoufflait progressivement, qu'il y avait moins d'inscriptions naturelles, qu'il y avait plus de churn le premier jour, qu'il y avait aussi plus de plaintes au customer care, que les notes sur les stores baissaient doucement. Et la petite musique qu'on entendait, c'est « Ouais, mais on ne peut pas tester le produit avant de s'abonner. On ne peut pas tester le produit avant de s'abonner. » Donc à un moment, on a compris qu'il allait falloir qu'on change notre business model. Il allait falloir qu'on passe à un mode freemium. Changer le business model pour une entreprise historique comme Meetic, comme Match, qui ont plusieurs millions d'utilisateurs actifs, plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est inconfortable. C'est dangereux, on risque une perte de revenus. Alors, ce sont dans des entreprises matures qui ont des croissances qui sont limitées et un revenu qui est extrêmement attendu. Donc on a envie de remettre la tête dans le sable, on a envie de penser à autre chose, on a envie de retourner célébrer nos A/B tests à plus 3%, tout ça. Sauf qu'en fait, ce n'est pas notre job. Notre job, en tant qu'équipe produit, en particulier sur un pure player B2C comme celui-là, c'est de construire un modèle rentable et durable. Donc voilà, c'était notre nouveau challenge, notre nouveau combat, et l'aventure a démarré. Pour la slide suivante, alors attention, elle est chargée, je vous préviens, mais vous allez m'écouter, je vais vous guider à travers cette slide-là. Et encore, j'ai enlevé une colonne. Alors ça, ce sont les différents modèles d'abonnement, les principaux, les plus connus. On commence par le modèle payant. Le modèle payant, c'est celui dont je vous ai parlé, donc c'est le modèle historique de Meetic. C'est aussi celui de Netflix ou de Basic Fit, par exemple. Il faut s'abonner pour accéder au service. C'est hyper simple, mais ça nécessite que la valeur perçue pour l'utilisateur soit immédiatement compréhensible, évidemment. Puisqu'il faut s'abonner, il faut tout de suite comprendre ce qu'on va y gagner. Et d'un point de vue acquisition d'utilisateurs, ça veut dire qu'il faut travailler sur la notoriété de la marque, sur sa confiance, sur le branding. Il faut générer suffisamment de confiance pour qu'un utilisateur s'abonne sans même avoir testé le produit. Deuxième modèle, le modèle freemium.
Ce modèle freemium, j'en ai parlé aussi. Il y a une expérience qui est gratuite, mais elle est limitée. Elle n'est pas juste limitée dans le temps, ce n'est pas un trial de 3 jours. Hein. Elle est limitée, on peut accéder à de la valeur, mais si on veut débloquer 100% de cette valeur, à ce moment-là, il faut passer sur de l'abonnement. C'est typiquement Duolingo, c'est typiquement Spotify, par exemple. Ça limite les coûts d'acquisition. C'est intéressant, parce que c'est beaucoup plus facile d'acquérir de nouveaux utilisateurs avec au moins une base d'expérience gratuite. On peut compter sur de la viralité. Mais ça nécessite de construire ce pont clair entre l'expérience gratuite et l'expérience payante, de travailler sur cette valeur pour être sûr de mettre le désir ou la frustration au bon endroit. Le modèle d'après, modèle transactionnel. Alors là, on est sur quelque chose de très classique. On paye à l'usage. Donc c'est typiquement n'importe quelle app ou site de e-commerce. Le sujet, ça va être de targeter ou de retargeter l'utilisateur au moment où il exprime ce besoin-là. Et le fidéliser, parce que ça va revenir beaucoup moins cher, effectivement, de fidéliser cet utilisateur. Un modèle publicitaire, bon, typiquement Spotify, Instagram. Donc, le produit est entièrement gratuit pour l'utilisateur, mais il nécessite évidemment d'avoir un grand volume d'impressions publicitaires. Et pour avoir ce volume d'impressions publicitaires, il faut un volume d'audience suffisant et donc il faut un volume de contenu suffisant. Contenu en général généré par ces mêmes utilisateurs, mais pas tout le temps, suffisamment qualitatif ou suffisamment viral pour que ça crée la boucle. Dernier modèle, un modèle de plateforme qui met en relation des acheteurs et des vendeurs, ou des hôteliers et des vacanciers, par exemple. Et donc là, les frais se font à la mise en relation ou à la transaction. Pour l'acquisition, c'est plus compliqué, il faut aller chercher 2 cibles en parallèle. Mais une fois que l'effet réseau se crée et qu'on trouve l'équilibre entre l'offre et la demande, on peut compter sur cette même viralité. Voilà, donc ça c'est petit panorama des principaux business models. Évidemment, il y a plein de sociétés autour de nous qui combinent plusieurs de ces modèles-là à l'intérieur de leurs ou produits au singulier ou au pluriel. Donc, je reviens à notre histoire, et nous, on cherche à passer du payant au freemium. En tant qu'équipe produit, on se rend compte assez vite que ça va changer toutes nos logiques. Depuis très longtemps, notre sujet, c'était de faire convertir le plus de monde possible, le plus vite possible. Cette fois-ci, on n'est plus là-dedans. Maintenant, on passe dans une logique où on doit construire une base d'utilisateurs actifs et engagés, qu'ils soient abonnés ou non. Ça change la donne. On passe d'un monde où on capitalise à fond sur la notoriété de la marque, à grand renfort de publicité à la télé, de 4x3 dans le métro, etc., pour créer vraiment cette image de marque, à un monde où il faut convaincre par la qualité de l'expérience et des vrais résultats. La marque est toujours importante, évidemment. Sauf qu'un utilisateur qui arrive, s'il ne constate pas très rapidement qu'il reçoit des likes et qu'il commence à avoir des conversations, il n'y a aucune raison qu'il ait envie de s'abonner pour en recevoir davantage, plus vite, plus pertinent. Donc, la qualité de l'expérience. Et enfin, on passe d'un monde avec un parcours linéaire, assez simple, à un système maintenant où on a 2 expériences qui cohabitent, gratuites et payantes. Et il faut construire un chemin clair entre ces 2 expériences. Globalement, ça recentre toutes les énergies, toutes les exigences sur la qualité du produit, sur son efficacité et sur la valeur perçue par le client. C'est sain, c'est vertueux, mais c'est aussi une grande responsabilité. Comme tout business historique qui se respecte, en premier, on a vu les risques. Les risques. Bon, le risque principal, très clairement, c'est un risque de perte de revenus. À partir du moment où on introduit de la gratuité, évidemment, on va perdre de la conversion. Donc, on va perdre du revenu à court terme, mais de façon durable. On craint aussi une perte d'un symbole. Un symbole qui est « c'est payant, donc c'est sérieux », qui compte dans le dating, et en tout cas qui compte pour notre base d'abonnés les plus fidèles. Et on craint aussi globalement une baisse de la qualité de l'écosystème. Des profils gratuits, c'est peut-être des profils moins bien remplis, c'est peut-être des photos de moins bonne qualité, c'est peut-être des gens qui répondent moins à leurs messages. Donc globalement, une baisse de l'écosystème. Heureusement, en face, on a des atouts. Et le premier d'entre eux, il est hyper important, c'est vraiment qu'on a à ce moment-là l'alignement de toute l'entreprise. Tout le monde est persuadé que
c'est le bon cap. C'est là qu'on doit aller. Produits, tech, mais aussi data, finance, le COMEX, l'ensemble des équipes. Donc ça, cette force-là, elle est hyper importante. On a aussi une organisation qui s'y prête bien. On a des squads ou des product tech teams, de manière assez classique, qui ont une mission, un objectif à atteindre, donc une impact team, si vous voulez, sur 6 semaines, sur 3 mois. Donc ce sont des équipes qui savent pivoter d'un sujet à un autre, d'un objectif à un autre. Elles ont l'habitude, donc on peut les mobiliser sur ce sujet de business model très rapidement. On a en transverse aussi une équipe d'experts growth, des GPM. Ces GPM, ils n'ont pas de développeurs dédiés, ils n'ont pas d'équipe dédiée, mais ce sont des experts qui viennent épauler les PM et travailler avec eux, mais qui viennent travailler aussi avec la data et avec la finance, pour être sûr qu'on optimise le business model à tous les leviers, à tous les moments du parcours. Donc voilà, ça c'est une équipe un peu originale dans notre système d'équipe produit, mais qui fonctionne très bien pour nous. Et enfin, on a tout autour de nous, on a de nombreux retours d'expérience. Bien sûr, il y a plein d'apps de dating qui sont en freemium, il y a plein d'apps qui sont en freemium dans l'absolu, évidemment. Mais c'est une chose de lancer un business en freemium, et c'en est une autre de transformer un business existant. Alors, on y va avec notre première tentative. Et notre première tentative, je dois avouer qu'elle était un peu timide. On a fait un test sur une zone très limitée, pour voir. On a mené le projet discrètement. Pas faire trop de bruit, on n'a pas défocalisé les autres sur les objectifs qu'ils avaient, on a pris juste une équipe et on a introduit le freemium, la gratuité. Mais on l'a fait sans vraiment le dire à nos utilisateurs. On a gardé nos paywalls qui parlaient uniquement d'expériences payantes, on a continué à les afficher au même moment dans l'expérience, on n'a pas changé ni nos prix ni nos offres, etc. On s'est dit, ceux qui le voient, super, et pour les autres, ils continueront à s'abonner. Puis on verra le résultat. On verra à partir de là. Bon, évidemment, ça n'a pas marché. C'est évidemment. Ça n'a pas fait trop de dégâts parce que de toute façon, la zone de test était tellement limitée que ce n'était pas super significatif. Donc, OK, bon, on a essayé, on a appris au moins une chose, c'est qu'on ne transformerait pas le business model sans changer l'expérience. Deuxième essai, nettement plus sérieux. Cette fois-ci, on prend un test à grande échelle. On se dit, tant qu'à faire, prenons notre plus gros marché, on prend la France. On met toute l'entreprise sur le même sujet. On prend toutes les squads. Et on se dit, on travaille juste sur ce sujet-là pendant 4 mois. Donc, chacune prend, bien sûr, sa part du sujet et on y va, on avance. Cette fois-ci, on travaille bien ce qui fait partie de l'expérience gratuite, ce qui fait partie de l'expérience payante. On fait déclencher les breakers, les paywalls au bon endroit. On transforme les prix, on ajuste les algos, on crée bien des offres qui sont adaptées. Et donc, on y va. Et puis quand même, on fait un compromis. Parce que, bon, on se dit, on risque de perdre trop de revenus, trop vite. On ne sait pas ce que ça donne. Donc, on va le faire en 2 étapes. Et la première étape, on va se dire que finalement, pour envoyer le premier message, on va rester derrière un abonnement payant. Par contre, pour répondre, ça sera gratuit. Voilà. Un demi-freemium. Bon, OK. Comme bien souvent, quand on fait des compromis, on n'obtient que la moitié des résultats. Donc, c'est ce qui s'est passé. Les bénéfices sur l'écosystème ont été géniaux. On a eu, je crois, plus 50% de conversations, plus 7% de rétention. C'était incroyable. Ceci dit, les performances business étaient doucement au rendez-vous. Ça allait, c'était stable. On a réussi, après optimisation, à obtenir quelque chose de flat. Mais on était loin d'un système qui nous donnait de l'élan pour les 5 prochaines années. Très clairement. Et surtout, on avait un système complètement déséquilibré entre ceux qui payaient et ceux qui ne payaient pas, ceux qui envoyaient des messages et ceux qui les recevaient. Donc, ce n'était pas ça, le modèle qu'on voulait. On arrive à un moment où on s'est dit, bon, on va faire une pause. Parce qu'on a bien bossé le sujet-là. Mettre toutes les équipes sur ce sujet, c'est un investissement massif. Pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Et notre revenu annuel, il faut quand même qu'on le fasse. Et pendant ce temps-là, tous nos concurrents, nos compétiteurs, ils continuent à avancer sur d'autres sujets. Donc on a fait une pause. Et on s'est lancé sur d'autres enjeux, d'autres sujets qui attendaient. Typiquement, on est parti sur des sujets d'innovation aussi, parce que ça fait du bien. On a lancé des live rooms
qui ont vraiment changé la manière de se rencontrer en vidéo et en temps réel. On a lancé du live speed dating tous les dimanches soirs, qui est un vrai carton avec 20 000 célibataires en même temps qui font du live speed dating. On a travaillé sur la sécurité de la plateforme avec la vérification des profils. Et on a aussi ouvert 6 nouveaux pays en Europe de l'Est. Donc on a fait autre chose. Mais on s'est rendu compte, pendant qu'on faisait tout ça, qu'on payait le coût de notre complexité, parce qu'on avait 2 business models sur l'Europe à ce moment-là. Donc chaque nouvelle fonctionnalité, il fallait la penser en double pour chacun de ces business models-là. Et pour une équipe de notre taille, cette complexité-là, elle est impossible à maintenir. Et puis de toute façon, les signaux faibles dont je vous parlais au départ, ils étaient de moins en moins faibles, donc il fallait y aller. Alors on est reparti pour une 3e tentative. Même si le doute commençait à être là. Cette fois-ci, on s'y est pris différemment. On s'est dit, de toute façon, le freemium va nous faire perdre du revenu. C'est systématique, c'est de la gratuité. Donc il va falloir qu'on aille compenser ce revenu autrement. Mais on va aller le faire ailleurs, en fait. Et donc on a réfléchi et on a cherché des fonctionnalités à très haute valeur, monétisées, qui pouvaient compenser ça. On a lancé un nouvel abonnement pour les power users avec des fonctionnalités exclusives, des nouveaux boosts hyper puissants, des filtres hyper pertinents et surtout des nouvelles fonctionnalités d'anti-ghosting qui permettaient d'avoir une réponse à ces messages. Voilà. Pour les utilisateurs moins sur 2, on a lancé l'abonnement à la semaine qui permet de tester à moindre coût. Et tout ça, on l'a lancé avec le freemium en même temps. Et ce qu'on perdait avec le freemium, on le gagnait avec ces nouvelles fonctionnalités. Et ça a marché. Ça a marché, c'était en juillet 2024. Ça a fonctionné. Aujourd'hui, si on regarde les résultats, quelques mois plus tard, on a plus 10% d'interaction dans l'écosystème, donc plus de likes, plus de conversations. On a plus 15% de revenus par payeur. On a aussi plus de dates, et je rappelle, c'est la North Star. Donc c'est vraiment, on a vraiment réussi à basculer sur un système qui est meilleur pour tout le monde et qui en plus nous donne de l'élan et nous permet de repartir pour les années qui arrivent. Si on se pose un petit peu et on se dit, OK, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui nous a permis de réussir à transformer cette entreprise vers un business freemium? D'abord, du temps. Et on parle énormément de vitesse, et on n'arrête pas de parler de vitesse avec l'IA aujourd'hui et partout, évidemment. Mais il y a des sujets sur lesquels on a besoin de temps pour y parvenir. Il n'y a pas d'autre solution. Et du temps, c'est aussi de l'investissement. Il faut être prêt à consacrer du temps d'équipe produit, et ça a une valeur, pour faire ça, sans savoir si ça va fonctionner ou pas. Et donc ça nécessite la conviction dont je vous parlais, qui est partagée dans toute l'entreprise, mais aussi un sponsorship au plus haut niveau. On a aussi dans nos atouts une capacité à faire des A/B tests très poussés, régionaux ou pas, qui sont appuyés aussi sur des modèles financiers. Ça, c'est hyper important. La finance n'est pas là juste pour compter le revenu après les tests. Elle est là pour nous aider à savoir quels paramètres il faut qu'on bouge et combien ça rapportera si on arrive à bouger de X% ou X% tel paramètre. Ça, c'est hyper important, les modèles financiers. On a une organisation Product Tech qui est suffisamment mature pour qu'on puisse très rapidement pivoter une équipe d'un sujet à un autre. Ça veut dire que nos EM ou nos PM, ils connaissent la stack entière. Ils sont capables de travailler sur n'importe quel moment du parcours. C'est très précieux, en tout cas pour une entreprise de notre taille. Et pour terminer sur la stack, elle est sans legacy. On a toujours fait hyper attention à ne pas laisser s'installer de ces legacy. Alors sans legacy, presque sans legacy. Et c'est hyper important parce que sinon on n'aurait pas réussi à itérer rapidement comme ça si on avait du legacy à traiter en même temps. Voilà pour cette histoire-là. On m'a posé la question, est-ce que si c'était à refaire, je referais les choses exactement de la même manière? Non, évidemment. Je ne ferai pas les choses de la même manière, mais de toute façon, on ne refait pas, c'est une question... Ce qu'on a fait, on l'a appris, on l'a acquis. Donc, on a appris sur le business, on a appris sur nos clients, on a appris sur la manière de lancer, de faire durer des projets. Et ça a énormément de valeur.
Donc, je ne referai pas les choses de la même manière, mais je ne sais pas si je les referai vraiment différemment non plus. Est-ce que ce sujet est terminé? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ce qu'on sait, et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui avec l'IA qui arrive, c'est que le business model va continuer à se transformer dans le dating, mais dans toutes les autres industries. On voit des entreprises qui émergent aujourd'hui dans le dating avec des business models qui sont originaux, qui sont hyper intéressants. On travaille avec Breeze, qui est une start-up qui s'est lancée à Amsterdam, à Paris, à Londres et à New York très récemment. Et leur modèle, c'est de faire payer à la date. Si on n'a pas de date, l'app est gratuite. En revanche, quand on a un rendez-vous, on paye pour le rendez-vous. C'est super intéressant, c'est un autre modèle. Et l'IA va amener encore d'autres modèles dans l'avenir, il n'y a aucun doute, mais on est prêt à ça. On sait que nos business models ne sont pas immuables. Voilà pour moi. J'espère que ce talk vous aura intéressé. Si vous avez des questions par la suite, je vois que mon temps est écoulé, mais si vous avez des questions par la suite, je suis là aujourd'hui, ou sinon vous pouvez me contacter par LinkedIn et puis je serai ravie d'y répondre. Et en attendant, je vous laisse avec l'excellent Fabrice qui va continuer à vous parler d'argent.